interpréter des bilans, enfin, même pas interpréter, pardon, établir les bilans comptables. Et à partir de ces bilans comptables, on va donc maintenant établir ce qu'on appelle les bilans fonctionnels. C'est la deuxième partie du chapitre. C'est la deuxième partie du chapitre. Et pour cela, je vais d'abord vous expliquer un petit peu la finalité et finalement vous montrer que ce n'est pas si compliqué que ça de pouvoir établir un bilan fonctionnel. D'abord, le bilan fonctionnel va nous permettre de dégager des grandes masses, six grandes masses, qui vont nous permettre, dont on a besoin pour pouvoir établir trois chiffres qui sont le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Et ensuite, on verra effectivement ce que veulent dire ces chiffres, comment les interpréter, et si on appelle votre réflexion sur ces chiffres, qu'est-ce que l'on va pouvoir donner comme indication. D'accord ? Donc, le bilan fonctionnel, je redis, hein, le bilan fonctionnel, il se fait à partir du bilan comptable. Il faut le bilan comptable pour pouvoir établir le bilan fonctionnel. Alors, évidemment, comme un petit peu dans tous nos exercices, si au départ le bilan comptable n'est pas bon, obligatoirement, vous aurez des difficultés à établir votre bilan qu'on appelle le bilan fonctionnel qui se fait à partir du bilan comptable. Alors, pour vous expliquer d'abord globalement comment ça se construit et pour vous donner les éléments nécessaires à la construction du bilan fonctionnel, je vais passer par un petit jam, hein, comme on a l'habitude, sur lequel, bon, pour l'instant, vous n'allez pas forcément beaucoup intervenir, mais qui va me permettre d'expliquer les choses et de vous faire visualiser un peu les grandes choses. Voilà, donc je vous rappelle hein, que vous pouvez y accéder uniquement si vous êtes connecté avec votre compte d'Hydro. Voilà. Et dans tous les cas, je vais le partager ici à l'écran de façon à ce que vous puissiez le visualiser. Voilà donc notre outil. Alors, si vous voulez bien, on va d'abord se représenter les grandes masses que l'on avait dans notre bilan. D'accord ? Si vous l'avez bien en tête, on a quatre grandes masses dans le bilan. D'abord, une partie du passif et une partie au niveau de l'actif. Donc, ici, je vais, moi, représenter nos quatre grandes masses. Voilà. Alors, je vais demander, je vais vous faire un petit peu participer quand même, allez, à ceux qui sont notés. Claire Collin, est-ce que Claire peut m'indiquer le nom d'au moins des deux grandes masses qui se trouvent en haut? Comment on appelle ces grandes masses? Vous mettez un petit post-it, s'il vous plaît, Claire. Et puis on va demander aussi pour l'aider à Charles Poli. Vous souhaitez que je le mette directement sur le jam ou à l'oral? Non, sur le jam, s'il vous plaît. Ok. Vous mettez un petit post-it. Vous me dites comment s'appellent les deux grandes masses du haut. Je vous la laisse la situer. Très bien, merci Claire. Donc effectivement, comme nous l'indique Claire, hein, ici au niveau de l'actif du bilan, la première grande masse, ça sera l'actif immobilisé. Alors on sait ce que c'est, ce sont les immobilisations, le matériel
que détient l'entreprise. Et ensuite, l'actif circulant, qui est, lui, des choses qui appartiennent à l'entreprise, mais qui ne sont pas censées rester dans l'entreprise, d'accord, qui sont censées participer au cycle d'exploitation. Très bien, merci Claire. Hop, je vais les déplacer légèrement sur le côté. Voilà. Ensuite, comment s'appelle la partie haute de l'actif? Peut-être on va demander à Eva Diu, si vous savez nous indiquer comment s'appelle la partie du passif qui se trouve en haut. Allez-y, Eva, c'est pas grave, même si vous vous trompez, vous savez, il vaut mieux se tromper maintenant. Même si vous marquez quelque chose qui n'est pas forcément exact, ben, ça permettra de vous. N'ayez surtout pas peur de participer, ça n'est pas du tout un problème si vous vous trompez. Et ben voilà, vous voyez, tout va très bien. Alors hop, je vais venir le placer au niveau de notre masse ici du passif. On va lui mettre une petite couleur. Voilà, un petit rose. Et la partie basse ici, on va simplement l'appeler les dettes. Les dettes de l'entreprise. Voilà, donc on a nos quatre grandes masses qui sont représentées. Vraiment, ça, par contre, au jour d'aujourd'hui, vous devez pouvoir voilà, bien vous situer. Et maintenant, on va pouvoir même à l'intérieur, et là, je vais vous solliciter aussi, je vais peut-être demander à Alicia Conté-Fleuret, s'il vous plaît, de m'écrire, donc avec l'outil d'écriture hein, qui se trouve juste ici, m'écrire ce qu'on peut trouver dans l'actif circulant, les trois grands postes que l'on trouve dans l'actif circulant. Je vous laisse faire, et puis je vais demander à Laura Paillet, de m'écrire donc en utilisant toujours l'outil d'écriture, hein, ce que l'on retrouve dans les grandes masses, dans les grandes parties qui se trouvent dans les dettes. Il y a trois parties dans les dettes, trois parties dans l'actif circulant. Je vous laisse écrire ça, mesdemoiselles. Vous utilisez les outils d'écriture. Hein. Très bien. Alors, j'aurais voulu que vous le fassiez en trois fois, mais c'est très bien. Mademoiselle, je vais juste pas vous corriger, mais simplement j'ai besoin de l'avoir en trois fois. Donc, mais c'était ça, il n'y a pas de souci. Emprunt, dette fournisseur, voilà, dette sociale et fiscale. Très bien, merci mademoiselle, c'est tout bon. Voilà, donc on a ici maintenant, pareil, vous me l'avez fait en, mais ça va aller, je vais m'en sortir quand même. Voilà. On a donc les grands postes ici au niveau de la partie de l'actif circulant et au niveau des dettes. Je n'ai pas besoin d'avoir le détail au niveau de l'actif et du passif. Voilà pourquoi je ne l'inscris pas, mais vous les auriez certainement su. Vous les auriez certainement su. On a au niveau de l'actif le capital, les réserves, le report à nouveau et le résultat. Et on a au niveau de l'actif
immobilisés, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Alors pourquoi j'en ai pas besoin? Tout simplement parce qu'elles vont rester groupées ensemble. Alors que pour la partie basse ici, pour les besoins de mon, de mon, de mon étude, je vais devoir les séparer. Alors, le bilan fonctionnel, ça c'est notre bilan comptable, hein. Le bilan fonctionnel, lui, à partir de ce bilan comptable, il va regrouper les choses de façon différente par rapport aux masses que l'on a là. D'accord? Donc, il va regrouper les choses. Je vais faire un petit carré, je vais le mettre d'une couleur rouge ici. Je vais avoir un premier regroupement qui va prendre l'ensemble des capitaux propres et qui va venir prendre aussi une partie des dettes, c'est-à-dire les emprunts. Donc cette première grande partie va constituer ce que l'on appelle les ressources stables de l'entreprise. Donc quand on va me dire, voilà, quand le but de l'exercice, ça sera, quand le but de l'exercice, ça sera, voilà, établissez le bilan fonctionnel de l'entreprise, je vais regarder mon bilan comptable, et donc je vais prendre tous les capitaux propres, et je vais rajouter les emprunts. Pourquoi on va venir agglomérer ces données-là? Tout simplement parce que ce sont des données qui sont stables dans l'entreprise, qui vont rester dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle des ressources permanentes. Ensuite, je vais venir donc prendre le reste des éléments. Ici, avoir un deuxième bloc qui va être constitué. Ce deuxième bloc, je l'appelle ça va être les ressources circulantes. Deuxième bloc, les ressources circulantes. Donc, j'ai déjà constitué deux blocs ici. Je vais constituer maintenant deux blocs de l'autre côté. Vous allez voir que là, nos blocs vont être relativement faciles puisque je vais avoir un premier bloc. On va changer notre couleur. On va mettre du bleu. Je vais avoir un premier bloc qui va être constitué de la globalité ici de mon actif immobilisé. Ce bloc va s'appeler les emplois stables. Vous trouverez aussi le mot d'emploi permanent. Ça, ce groupe-là, ce sera les emplois stables. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir tout le détail puisqu'on va, nous, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est le total, simplement. Donc, on va prendre le total de l'actif ici net au niveau de l'actif immobilisé et ça formera ce qu'on appelle les emplois stables. On va avoir un deuxième bloc qui va être constitué ici de l'ensemble des éléments, sauf les disponibilités. Ce bloc ici, c'est ce qu'on appelle les emplois circulants. Ensuite, je vais avoir deux autres blocs qui sont des blocs spéciaux, qui sont des blocs qu'on appelle la trésorerie active et la trésorerie passive, et qui vont reprendre les éléments de trésorerie de l'entreprise. Au niveau de l'actif, pas très compliqué, puisque je sais que les éléments de trésorerie, ici, ce sont les disponibilités.
Donc, je vais prendre l'ensemble des disponibilités, ou simplement reprendre le chiffre que j'ai dans les deux disponibilités, et ça va constituer ce qu'on appelle la trésorerie active. Et je vais retrouver un deuxième bloc ici. Alors, on ne le voit pas bien, mais hop, on va pouvoir le matérialiser comme ceci, qu'on va appeler la trésorerie passive. Alors, voilà, mon bilan fonctionnel est pratiquement fait. Une fois que j'ai fait mon repérage de mes grands blocs, j'ai pratiquement fait tout le boulot. D'accord. Donc, il va se retraduire, bien sûr, dans un tableau spécifique. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des questions par rapport à ça, par rapport à cette organisation et ce découpage du bilan de façon à le disposer différemment? Vous allez voir, le but, c'est de refléter les mouvements dans l'entreprise. Vous allez voir la finalité au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ok, d'accord. Alors, la trésorerie passive. La trésorerie passive, qu'est-ce que c'est? Je vais faire un petit mémo ici. Hop, et je vais vous indiquer ce que c'est. C'est les comptes en banque débiteurs. Je vais vous expliquer les comptes en banque. Voilà, débiteurs. Ça, c'est la trésorerie passive. Quand une entreprise a de l'argent, bien sûr, cet argent va être sur le compte en banque. Donc, on va être dans les disponibilités. Mais en général, les entreprises ont plusieurs comptes en banque. Et il se peut que pour des besoins particuliers, l'entreprise ait demandé une autorisation de découvert à son banquier, comme un particulier d'ailleurs peut le faire. Dans le cas d'une autorisation de découvert, et au moment de l'édition du bilan, s'il y a une utilisation du découvert autorisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura un compte en banque avec moins 3 000 euros, par exemple, dessus. Ces 3 000 euros, finalement, représentent une dette que j'ai par rapport à mon banquier. Donc, on va les retrouver au niveau des passifs, au niveau des dettes. Et elles vont être incluses dans la partie des emprunts. Donc, il va falloir les détacher pour avoir dans la partie des emprunts que vraiment ce qui est relatif à des emprunts et le détacher et venir le mettre ici dans cette partie de trésorerie passive, les comptes en banque négatifs. Est-ce que ça répond à votre question? Alors vous pourriez me dire, bah, pourquoi on n'a pas mis du négatif ici? Bah, voilà, bah, en termes de présentation, on préfère dire que voilà, c'est une dette vis-à-vis du banquier, donc on va venir le mettre au niveau des emprunts, plutôt que de dire qu'il y a des disponibilités négatives. Voilà, c'est une affaire de présentation, mais malgré tout, on va les retrouver. Alors, je passe sur la feuille 2, d'accord? Et je vais revenir sur cette histoire de trésorerie passive. Trésorerie passive. Donc, je vous ai dit effectivement que c'est le montant des comptes en banque débiteurs.
Alors, dans le vocabulaire, et là c'est uniquement une notion de vocabulaire, le fait qu'un compte en banque soit débité, on va pouvoir l'appeler de différentes façons. A priori, vous ne devriez pas avoir ce type de problématique dans les exercices qui vous sont posés, notamment à l'examen. On ne va pas vous demander de savoir ce que c'est. Par exemple, je vais vous dire que le compte en banque, en termes de vocabulaire, ça s'appelle aussi un compte en banque négatif, une facilité de caisse. Ça s'appelle aussi une autorisation de découvert, ou ça s'appelle aussi un concours bancaire courant. Mais ça, alors je vais quand même vous le noter, on le gardera, nous, ici dans notre jam, mais a priori, on ne va pas vous interroger sur ce type de notions qui sont quand même des notions un peu plus poussées. Et d'ailleurs, dans les exercices, rarement on aura de la trésorerie passive. Généralement, il n'y aura rien du tout et on mettra zéro. Alors, malgré tout, je vous dis que ça, au niveau du vocabulaire, en entreprise, en entreprise, on emploie les termes de. Donc, on l'appelle concours bancaire courant. Concours, ça veut dire la même chose, hein, c'est le découvert autorisé. Concours bancaire courant. On le nomme souvent aussi CBC, hein, concours bancaire courant. On l'appelle aussi facilité de caisse. Et enfin, on le nomme aussi découvert autorisé. Les trois termes veulent dire exactement la même chose. Il y a quelques spécificités. Hein. Généralement, le découvert, la facilité de caisse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ponctuel, alors que le découvert autorisé, c'est quelque chose qui dure sur la longueur. D'accord. Mais bon, je vous dis encore une fois, voilà, je vous dis ce que c'est, je vous donne le vocabulaire qui est employé, mais a priori, vous ne devriez pas avoir cette problématique-là. Alors voyons maintenant comment va se construire concrètement le compte, le bilan fonctionnel. Je passe sur la page 3 du JAM et on va voir la présentation du bilan fonctionnel. Donc, on va reprendre notre présentation sous forme de cadre, hein, d'accord. Donc, cette fois-ci, au lieu d'en avoir 4, comme on avait un petit peu quand on faisait le bilan comptable, on va avoir 6 cadres. Avec donc, les emplois stables. Ici. Les ressources ici. Pourquoi je les mets en vert? Parce que ces deux éléments-là vont nous permettre de faire un calcul de ratio. Ces deux éléments-là vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle le fonds de roulement. Voilà pourquoi je les mets de la même couleur. Ensuite,
on va avoir les emplois circulants. Encore une fois ici, je vais les mettre de la même couleur parce que ces deux éléments-là vont nous permettre de calculer un autre ratio. Et enfin, les éléments de trésorerie, on l'avait dit tout à l'heure, donc la trésorerie active et la trésorerie passive. Voilà comment va se présenter donc votre bilan fonctionnel. Donc il n'y aura qu'un chiffre, hein, bien sûr. Donc vous aurez repris ici la globalité des emplois stables donc, que l'on a vu quand on a fait nos blocs avec le bilan comptable. Vous reprendrez la totalité des emplois, des ressources stables, etc., etc. Donc il n'y aura qu'un chiffre dans chaque case. Maintenant, quels vont être les ratios que l'on va déduire de ça? Une fois qu'on a fait le bilan fonctionnel, le bilan fonctionnel nous permet de calculer trois éléments. Un, il nous permet de calculer ce qu'on appelle le fonds de roulement. Première chose, le fonds de roulement, lui, il va se calculer en prenant en compte les éléments qui sont en vert ici. Ensuite, deuxième chose que je vais pouvoir calculer, c'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Deux notions qui, dans l'appellation, sont relativement proches, mais ça ne veut pas dire du tout la même chose. Je me sers des éléments jaunes pour calculer ce besoin en fonds de roulement. Et dernière chose que je vais pouvoir calculer ici, c'est ce qu'on appelle la trésorerie nette. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, on va passer maintenant aux éléments et à leur explication. Je passe sur la page suivante. Parlons du fonds de roulement. D'abord, comment se calcule le fonds de roulement? Le calcul du fonds de roulement, ça va donner quoi? On va prendre les ressources stables moins les emplois stables. Ça,
c'est notre fonds de roulement. Donc finalement, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner les capitaux propres plus les emprunts, moins le montant net des immobilisations, si on reprend par rapport à notre bilan de départ. Donc nos ressources stables, pardon, ici, hein, là c'était bien sûr, hein, donc nos ressources stables, c'est représenté par les capitaux propres plus les emprunts, moins les investissements qui ont été faits, donc les immobilisations. Est-ce que c'est bon pour ça? Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, regardons la signification de ce fonds de roulement. Alors, si le fonds de roulement est positif, si le fonds de roulement est positif, déjà c'est une bonne chose. Ça veut dire que j'ai mis de l'argent sur la table, plus j'ai été chercher éventuellement auprès de la banque de l'argent pour faire des investissements. Donc ça veut dire qu'il y a eu suffisamment d'argent pour faire les investissements et il en reste. Donc si le fonds de roulement est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent, la trésorerie, je peux te marquer, vous comprendrez mieux comme ça, l'argent mise, l'argent apporté plus l'argent emprunté ont permis de couvrir l'ensemble des investissements nécessaires. Donc l'argent qui a été apporté au départ, plus l'argent qui a été emprunté, plus éventuellement l'argent aussi qui a été mis en réserve, hein, toute cette notion de capitaux propres, c'est fait pour payer les investissements, donc payer les immobilisations. Et donc cet argent a été suffisant. Ce qui veut dire quoi aussi, c'est-à-dire qu'il en reste cet argent, de cet argent. Et ce qu'il reste va permettre à couvrir les besoins que l'entreprise a là. Les besoins que l'entreprise a là, ils se situent dans ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire la notion de besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est ce qui va être généré par ces deux éléments-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, le fonds de roulement, le fonds de roulement restant, hein, ce qu'il reste, qui s'appelle donc le fonds de roulement, va permettre de couvrir le BFR, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement. Et ça, c'est vraiment la finalité. C'est-à-dire que, voilà, au départ, j'ai une entreprise, donc j'ai mis de l'argent pour acheter du matériel, des biens, pour me permettre de travailler. Et ensuite, mon travail va me provoquer des besoins. Imaginez la situation suivante. Je vends à mes clients des produits. D'accord? Mais mes clients, je leur laisse 3 mois pour payer. Et mes fournisseurs me laissent que eux 1 mois pour payer. Imaginons que j'ai acheté quelque chose 100 000 euros et que je vais le vendre 200 000 euros.
C'est du bénéfice, d'accord? J'achète quelque chose 100 000 euros et je le vends 200 000 euros. Vous allez tous me dire, mais c'est nickel, puisque là, dans cette opération ici, j'ai généré 100 000 euros de bénéfices, 100 000 euros de résultats. Le problème est le suivant, c'est que mon fournisseur exige que je le paye dans un mois, et mes clients, ils sont d'accord pour m'acheter ma marchandise, mais ils me paieront que dans 2 mois, par exemple. Comment je vais faire? Vous voyez bien que j'ai un besoin là, un besoin qui est de 100 000 euros, puisque mon fournisseur, je dois le payer, et mes clients ne m'ont pas encore payé. Donc il faut trouver 100 000 euros pour payer ce fournisseur. Ces 100 000 euros, d'où vont-ils sortir? Comment je peux faire pour les trouver? Bah, effectivement, si mon fonds de roulement qui a été mis au départ m'a permis d'avoir encore de l'argent, m'a permis donc d'avoir un fonds de roulement positif, je vais pouvoir donc payer mon fournisseur et attendre tranquillement que mes clients me payent. Par contre, si ça n'est pas possible, si je n'ai pas d'argent qui serait resté de mes investissements de départ, il y a un problème. Je ne vais pas pouvoir faire mon opération et donc je vais être bloqué. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mon banquier et je vais lui dire autorisez-moi un découvert. D'accord? Effectivement, on parle là de problèmes de trésorerie qu'une entreprise peut avoir. Et l'étude du bilan fonctionnel permet d'étudier les problématiques de trésorerie et d'essayer de trouver des solutions. Et vous, il faut négocier avec. Voilà, ça fait partie des solutions. Donc, dans les problématiques souvent que l'on va vous proposer, on va vous dire voilà, éventuellement le client, enfin l'entreprise va faire ça, 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 et vous allez voir qu'il va y avoir un fonds de roulement qui va être inférieur aux besoins au fonds de roulement. Et donc, il y a un décalage. Et on va vous dire quelles sont les possibilités que vous avez. On va voir, on va étudier ensemble les possibilités. D'abord, on va regarder comment, euh, comment on va faire pour le calcul du besoin en fonds de roulement maintenant. Je passe sur la suivante. D'accord, on va faire d'abord ça. Donc le besoin en fonds de roulement, lui, comment va-t-il se calculer? Le besoin en fonds de roulement, il va reprendre la partie des actifs circulants moins les ressources circulantes. Voilà comment se calcule. Alors, vous avez remarqué que c'est à l'inverse. Le fonds de roulement, c'est les ressources stables moins les ressources, les emplois stables, alors que pour le besoin en fonds de roulement, ça sera les emplois circulants moins les ressources circulantes. Donc, ici, le besoin en fonds de roulement, qu'est-ce qu'il va traduire? Il va traduire le besoin de trésorerie que l'entreprise a pour son cycle d'exploitation. Le BFR, on le nomme souvent BFR, hein, le BFR traduit le besoin de trésorerie que l'entreprise a pour assurer son cycle d'exploitation. Clairement, c'est pour travailler, quoi. Alors, le BFR, en général, il sera toujours positif. J'ai toujours besoin d'argent, d'accord? Parce que, en général, il faut que je fasse du stock. Et le stock, il faut le payer à mon fournisseur. Mais le stock n'est pas encore vendu, donc il ne me rapporte rien pour l'instant. Donc, vous voyez que
dans le fonctionnement d'une entreprise, en général, l'entreprise va toujours avoir un besoin en fonds de roulement. Va toujours avoir un besoin en fonds de roulement. Alors, le besoin en fonds de roulement, le BFR, doit être couvert par le fonds de roulement. Donc le besoin, il doit être couvert par le fonds de roulement. Si effectivement le BFR est couvert par le fonds de roulement, donc c'est-à-dire que si le fonds de roulement est supérieur au besoin, au BFR, alors tout va bien. La situation est plutôt bien. Alors que si le fonds de roulement ne couvre pas le BFR, là, c'est une situation qui est compliquée pour l'entreprise. Et c'est plutôt vers ce type de situation qu'on va vous amener, de façon à vous demander quelles sont les solutions que vous pouvez proposer si le besoin en fonds de roulement n'est pas couvert par le fonds de roulement. Donc, on va prendre un exemple, si vous voulez bien, et pour au moins juste s'arrêter sur ces deux notions. On va imaginer exemple. Alors, je vais essayer de faire quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Je vais faire ça. Est-ce que si je fais ça, je fais ça, est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher. Hop. Alors, je vais prendre juste 30 secondes. Hop, je vais faire ça, je vais faire capture, je vais créer l'image. Hop. Voilà, donc je vais insérer mon image, qui est donc un bilan. Voilà, j'ai repris le bilan d'un des trois exercices que nous avions fait. Et on va pouvoir faire ensemble le bilan fonctionnel à partir de ce bilan. Alors, on sait que concernant, on va avoir une première partie qui va être regroupée ici, avec les enfants. Une deuxième partie qui va être regroupée ici, et la déduction des deux parties va nous donner donc, les ressources stables. Les ressources stables, elles sont égales à 26 300, l'ensemble des capitaux propres, plus 15 000. Donc les ressources stables, ici, sont égales à 31 000
croissant. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, sur ce calcul-là? Est-ce que vous avez compris comment j'ai fait les ressources stables? Donc, elles sont ici. Hein. D'accord. Maintenant, les emplois stables. Les emplois stables sont... non, j'ai fait une erreur ici, personne ne me le dit. Hop. C'est 41 000, non pas. 41 300. Ensuite, les emplois stables, eux, sont de 35 900. Est-ce que déjà sur ce que je viens de faire là, je suis en train pratiquement de faire mon bilan fonctionnel là, hein, d'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez compris? Pas de souci? Très bien. Donc, le besoin, le fonds de roulement, il est égal ici, hop, 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 je vais une calculatrice, à 41 300 moins 35 900. Donc, 41 300 moins 35 900, le fonds de roulement est égal à 5 400 euros. Voilà pour mon fonds de roulement. On est bon, tout le monde? Maintenant, regardons par rapport aux besoins. Le besoin, lui, il est constitué par, sauf les dispos, hein, au niveau de l'actif. Donc ici, j'aurai 1000 euros. Moins les dettes hors emprunt, c'est-à-dire 500 euros. Donc, au niveau de mes emplois circulants, j'en ai pour 1000 euros. J'ai besoin de 1000 euros pour travailler. Pour mes fournisseurs, ils me laissent un petit peu de latitude, mais ici, ils m'ont laissé que 500 euros en délai de paiement. Donc ça veut dire clairement que je vais avoir un besoin. Mon besoin, là, il est de 500 euros. Donc pour moi travailler, j'ai besoin de 500 euros de trésorerie. J'ai besoin de 500 euros de cash. Ce cash, je ne peux le trouver que dans mon fonds de roulement. Donc, je vais quand même noter. Le BFR, il est égal à 500 euros. Pensez-vous que l'entreprise soit dans une bonne position ou pensez-vous qu'elle va connaître des difficultés? Bonne position, alors bonne position, non pas de difficulté, un peu juste, je pense. Alors, c'est comme si vous aviez en disponible, vous, 5000 euros et que vous avez pour votre mois besoin que de 500 euros. Est-ce que vous êtes en bonne position ou pas? Bah oui, vous êtes en bonne position. À partir du moment où le fonds de roulement permet de couvrir le besoin en fonds de roulement, donc si le FR est supérieur au BFR, tout va bien. Donc ici, le fonds de roulement
est supérieur au BFR, donc situation correcte. Voilà la finalité de ce que l'on a fait là. Qu'est-ce qui fait des petits... Oula, mademoiselle, si vous voulez ne pas toucher. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Hop, pourquoi vous bougez mes cases là? Donc voilà finalement ce que l'on cherchait à savoir. Est-ce que la situation est bonne pour l'entreprise ou est-ce que l'entreprise connaît ou risque de connaître des difficultés? On part du bilan. On établit le bilan fonctionnel. Du bilan fonctionnel, on va venir calculer le fonds de roulement, calculer le BFR et regarder ces deux chiffres. Si le fonds de roulement couvre le BFR, alors pas de souci. Si le fonds de roulement ne couvre pas le BFR, alors problème. Situation délicate, difficile pour l'entreprise. Et c'est là où on va vous dire quelles sont les solutions. D'accord? Alors, on ne va pas entamer les solutions aujourd'hui parce que j'aimerais vous faire réfléchir sur ça et que là, on risque d'être un petit peu juste. Je veux juste savoir si, déjà sur les calculs, sur les notions de fonds de roulement, on abordera aussi la problématique de la trésorerie dans notre prochaine séance. Sur les notions de fonds de roulement et de besoin en fonds de roulement, vous avez compris le principe, vous avez compris les calculs et la finalité de tout ça. Oui, c'est tout bon, c'est clair. Très bien. Alors, si c'est clair pour tout le monde, je vais juste terminer, là, parce qu'il me reste 2-3 minutes. S'il n'y a pas de questions, je vais juste terminer sur la problématique de la trésorerie. D'accord. Hop, je passe donc à la feuille suivante. Donc, ici, on parle de ce qu'on appelle la trésorerie nette, qui est ici aussi issue d'un calcul, mais qui est beaucoup moins important, enfin, qui est plutôt un calcul qui va pouvoir me faire contrôler les choses. La trésorerie nette. Trésorerie, trésorerie nette. D'accord. Comment se calcule-t-elle la trésorerie nette? Ça ne va pas être très compliqué. On va prendre la trésorerie active. C'est bon, on a regardé ce que c'était. On était plutôt dans la problématique de disponibilité. Et on va déduire ce qu'on appelle la trésorerie passive. Donc, éventuellement, ce que la banque nous a prêté en termes de découvert. Voilà comment je vais calculer ma trésorerie nette. Alors, ma trésorerie nette, évidemment, si j'ai de l'argent sur mon compte, elle sera positive. Si j'ai des découvertes supérieures au compte créditeur, elle sera négative. Mais surtout, la trésorerie nette, c'est surtout un élément de vérification. Alors, il faut savoir la calculer, ce n'est pas très compliqué. On va prendre la trésorerie active moins la trésorerie passive, c'est-à-dire le montant sur les comptes en banque positifs moins le montant sur les comptes en banque négatifs, en sachant qu'on peut avoir, bien sûr, dans une entreprise, plusieurs comptes en banque. Mais la trésorerie nette, ça va toujours. Je n'ai pas compris pourquoi on ne met pas les disponibilités. Parce que finalement, les disponibilités, c'est ce qui nous reste. Une fois qu'on a fait notre fonds de roulement, qu'on a retiré ce dont on avait besoin, il reste la trésorerie. Et la trésorerie, c'est nos disponibilités. Donc finalement, la trésorerie, c'est surtout un outil de vérification. C'est surtout un outil
de vérification. Pourquoi? Parce que, obligatoirement, si tout est bon dans vos calculs, le fonds de roulement, mais seulement en termes de vérification, hein, le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, c'est ce qui va me rester. Le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, c'est ce qui va me rester. Et finalement, ça va être aussi égal à ma trésorerie nette. Et ça, on n'utilise vraiment que en termes d'outils de vérification. Concrètement, ça veut dire quoi? J'avais investi de l'argent, il m'en restait pour pouvoir couvrir mes besoins. Donc ici, j'avais investi, si on regarde, j'avais mis sur la table 41 300 euros. J'ai eu besoin pour les investissements de 35 000 euros, donc il me reste 5 400 euros. Pour moi, travailler, pour assurer mon cycle d'exploitation, j'ai besoin de 500 euros. Donc le reste, ben, ça vient sur mon compte en banque. Voilà pourquoi la trésorerie ici est une trésorerie active, elle est positive, une trésorerie nette positive, parce que tout va bien. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. De toute façon, on l'avait déduit de la partie FR moins BFR. Alors voilà, on a fini un petit peu là les explications. D'accord. On va retravailler tout ça. Ce que je vais vous demander, c'est de ne pas faire les exercices du TD. D'accord. Parce qu'ils ne collent pas à la réalité de ce que vous pourriez. Ils sont trop difficiles, clairement. Ils sont très difficiles et je ne vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de vous faire des exercices super difficiles alors que ce qu'on va vous demander, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est exactement ce que l'on vient de faire là. Donc, on les fera ensemble parce que j'ai besoin de vous voir travailler un petit peu. On les fera ensemble lors de notre prochaine séance. Donc, je crois qu'on se revoit jeudi ou vendredi, je ne sais plus. On fera des exercices tirés des annales et des exercices qui collent plus à la réalité de ce que vous pourriez éventuellement retrouver. Alors, si vous voulez vous atteler, je mettrai quand même le corrigé, hein, bien sûr, du TD. Je mettrai le corrigé complet. Mais il ne me semble pas très bon pour vous voilà, de faire les exercices du TD alors qu'ils sont super compliqués, ils sont durs. Ils sont d'un niveau beaucoup plus élevé. Je ne vois pas ça, autant sur des choses, je préfère que vous fassiez des choses dures, mais là, je ne voyais pas ça d'un œil très pertinent. Si ça marche comme ça pour vous, je mettrai donc le jam là dans le cours d'aujourd'hui avec les vidéos d'aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve, alors je ne sais plus si c'est jeudi ou vendredi, on se retrouve. Ça marche pour tout le monde? Ok, bah écoutez, on se retrouve à tous vendredi. Je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, jeudi ou vendredi, je ne sais plus quand est-ce que c'est, mais on se retrouve jeudi ou vendredi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao.